4 juin 1942, 9h00, Berlin. Dans l'aile des opérations de la chancellerie du Reich, Adolf Hitler reçoit des briefings militaires, de routine compilés durant la nuit, à partir de rapports venus de toute l'Europe et d'ailleurs. Le front de l'Est domine l'ordre du jour, mais un court résumé de renseignements en provenance du Pacifique y est inclus, transmis par des attachés navals allemands et des interceptions de signaux. Il concerne une opération japonaise près d'un atoll isolé appelé Midway, au nord-ouest d'Hawaï, où la marine impériale japonaise affronte à cette heure des forces américaines de porte-avions. Les informations sont incomplètes, prudentes et délibérément mesurées. Elles ne décrivent encore ni victoire ni défaite. Elles font état de contacts de pertes et d'incertitudes. Depuis des mois, la direction allemande considérait la domination navale japonaise comme une donnée fixe de la guerre. L'attaque de Pearl Harbor, en décembre 1941, avait renforcé cette conviction. 4 mois plus tard, les évaluations du renseignement allemand partaient toujours du principe que le Japon conservait l'initiative dans le Pacifique et que la force des porte-avions américains avait été sévèrement réduite. Cette hypothèse avait façonné les calculs stratégiques de l'Allemagne, en particulier la croyance que les États-Unis resteraient surchargés, divisés entre 2 océans et lents à concentrer toute leur puissance contre l'Europe. Au sein du haut commandement allemand, les premiers rapports sur Midway sont lus sans alarme. Le langage est technique prudent, filtré par des canaux japonais qui mettent l'accent sur l'engagement plutôt que sur le résultat. Les pertes aériennes sont mentionnées sans totaux. Les mouvements de porte-avions sont décrits sans confirmation de dégâts. La bataille est présentée comme en cours. À ce stade, personne à Berlin ne parle de désastre. Ce qui est relevé, en revanche, c'est l'absence de la déclaration attendue d'un succès japonais décisif. Wilhelm Keitel, chef du haut commandement des forces armées, reçoit le même résumé de renseignements peu après Hitler. Il a passé une grande partie de la matinée à examiner des mises à jour logistiques du front de l'Est, où les préparatifs sont en cours pour une nouvelle offensive d'été vers le Caucase. Midway lui paraît d'abord périphérique. La guerre de l'Allemagne telle qu'il la conçoit se décidera sur terre, à l'Est. La guerre du Pacifique reste l'affaire du Japon. Pourtant, dès ses premières heures, Keitel remarque une déviation par rapport aux schémas antérieurs. Les communications japonaises sont plus lentes. Les revendications sont plus limitées. La certitude fait défaut. À la mi-journée, d'autres interceptions et câbles diplomatiques arrivent. Ils ne clarifient pas la situation. Ils la compliquent. Un rapport évoque la perte d'avions japonais en nombre significatif. Un autre suggère que les porte-avions américains n'ont pas été surpris au mouillage comme à Pearl Harbor, mais qu'ils étaient déjà en mer et contre-attaquaient activement. Ce détail est important. Il implique une préparation, un succès du renseignement et une compétence opérationnelle du côté américain. Pour des planificateurs allemands, habitués à sous-estimer l'efficacité militaire américaine, c'est un signal inquiétant. Alfred Jodl, chef des opérations, examine l'évolution du renseignement avec une attention croissante. Jodl a depuis longtemps soutenu que les États-Unis ne devaient pas être considérés comme militairement naïfs. Il conçoit la guerre comme un système, non comme une bataille isolée, et il est sensible au changement de dynamique. L'absence d'un succès japonais clair l'inquiète davantage que ne le feraient des pertes confirmées. Dans la guerre moderne, le silence est souvent le signe d'un contrôle des dégâts. Jodl commence à demander des rapports complémentaires, en particulier concernant les pertes de porte-avions. Il n'en reçoit aucun qui apporte un quelconque apaisement. Au fil de l'après-midi, les briefings internes
ajustent leur vocabulaire. La bataille est désormais décrite comme coûteuse. La résistance américaine est qualifiée d'inespérément forte. Les objectifs japonais sont présentés comme disputés plutôt qu'atteints. Pourtant, aucune reconnaissance explicite de défaite n'apparaît. Cette retenue reflète à la fois l'incertitude et les pratiques culturelles. Les communications militaires japonaises sont conçues pour préserver l'autorité et la confiance en particulier vis-à-vis des Alliés. Les officiers allemands le comprennent, mais ils comprennent aussi ce qui manque. Dans le cercle d'Hitler, les discussions restent limitées. Hitler lui-même ne montre que peu de réactions extérieures. Il est connu pour se concentrer sur les priorités immédiates et pour écarter les mauvaises nouvelles jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à ignorer. Le théâtre du Pacifique est éloigné de son contrôle direct, mais les implications stratégiques sont suffisamment claires pour être perçues. Si les porte-avions américains sont toujours opérationnels, alors les États-Unis conservent leur capacité offensive. Si le Japon n'a pas réussi à les détruire, alors la base industrielle américaine aura le temps d'agir. En début de soirée, une évaluation plus détaillée parvient à Berlin par les canaux du renseignement naval. Elle suggère qu'au moins un porte-avions japonais a été gravement endommagé, peut-être perdu. Le rapport est marqué comme non confirmé. Aucun chiffre n'y est joint. Malgré cela, l'implication est grave. Les planificateurs navals allemands ont étudié de près la guerre des porte-avions, en particulier ses conséquences pour le contrôle des mers et la projection de puissance. La perte d'un porte-avions n'est pas un revers tactique, c'est un événement stratégique. Karl Dönitz, commandant de l'arme sous-marine allemande, examine l'information plus tard dans la nuit. Il a depuis longtemps considéré la capacité de construction navale américaine comme le problème central auquel l'Allemagne sera finalement confrontée. La guerre sous-marine repose sur l'attrition et le temps. Si les États-Unis conservent leur flotte et accélèrent leur production, alors le temps joue en faveur de l'ennemi. Midway, même sans pleine clarté, suggère que le commandement naval américain apprend plus vite que prévu. À la fin du 4 juin, aucune conclusion formelle n'est émise à Berlin. Aucun communiqué n'est publié. Aucun ajustement n'est annoncé. Mais parmi les officiers supérieurs, une réévaluation silencieuse a commencé. La guerre qu'ils avaient imaginée, une guerre dans laquelle le Japon tiendrait le Pacifique et l'Allemagne vaincrait l'Union soviétique avant que la puissance américaine ne soit pleinement mobilisée, comporte désormais une incertitude majeure. L'hypothèse d'un succès japonais ininterrompu ne peut plus être tenue pour acquise. Ce qui reste inexprimé cette nuit-là, c'est l'implication plus vaste. Si les porte-avions américains ont survécu et infligé des pertes majeures, alors les États-Unis ne sont pas seulement présents dans la guerre, mais en train de la façonner activement. Pour la première fois, mi décembre 1941, les commandants allemands sont contraints d'envisager que l'équilibre mondial sur lequel ils s'appuyaient est peut-être déjà en train de basculer hors de leur contrôle. 2 jours après les premiers rapports en provenance du Pacifique, une évaluation consolidée du renseignement est transmise au plus haut niveau du commandement allemand. L'incertitude qui caractérisait la première journée a laissé place à la confirmation. 4 porte-avions de la flotte japonaise, Akagi Kagasoryu et Hiryu, ont été détruits près de Midway. Des centaines de pilotes expérimentés et de personnel de pont ont disparu. Les porte-avions américains engagés demeurent opérationnels. L'affrontement n'est plus décrit comme disputé. Il est identifié comme une défaite japonaise décisive. Adolf Hitler reçoit le rapport lors d'une conférence militaire programmée. Le cadre est familier des commandants supérieurs, assis autour d'une longue table des cartes du front de l'Est dominant la pièce.
La mise à jour concernant le Pacifique est présentée comme un point secondaire, mais son contenu perturbe immédiatement le rythme de la réunion. Hitler n'interrompt pas, il écoute. Sa réaction est mesurée, mais son attitude change. Il pose des questions, non pas sur les pertes japonaises, mais sur les capacités américaines. Combien de porte-avions étaient engagés? À quelle vitesse des remplaçants pouvaient être construits? Et si ce résultat relève de la coïncidence ou de la compétence? Pour Hitler, l'importance de Midway ne réside pas dans le théâtre du Pacifique lui-même, mais dans ce que la bataille révèle des États-Unis. Sa vision du monde repose depuis longtemps sur l'idée que l'Amérique est puissante, industriellement, mais lente, stratégiquement, politiquement divisée et culturellement peu préparée à une guerre prolongée. Pearl Harbor avait été interprété comme une confirmation de cette croyance. Midway la remet en cause. La bataille suggère une pénétration du renseignement, une prise de décision rapide et des opérations coordonnées de porte-avions sous pression. Ce ne sont pas les traits d'un adversaire mal préparé. Wilhelm Keitel perçoit immédiatement le changement de ton. La conversation s'éloigne des erreurs opérationnelles japonaises pour se tourner vers le potentiel américain. C'est une direction inconfortable. La planification allemande reposait sur le temps de vaincre l'Union soviétique, le temps d'épuiser la Grande-Bretagne, le temps de limiter l'implication américaine au seul soutien matériel. Midway implique que le temps n'est plus neutre. Alfred Jodl aborde directement les implications. Il souligne que le Japon a perdu non seulement des navires, mais aussi des personnels irremplaçables. La guerre des porte-avions dépend d'équipages aériens entraînés et d'officiers de pont expérimentés. Ces pertes ne peuvent être compensées rapidement. Les États-Unis, en revanche, n'ont pas perdu d'actifs équivalents. Leur système industriel est déjà en expansion. Les chantiers navals des deux côtes fonctionnent à un rythme sans précédent. Jodl ne spécule pas. Il énonce des faits mesurables calendriers, de construction des porte-avions, chiffres de production aéronautique, filières de formation. Le contraste est saisissant. Hitler réagit de manière défensive. Il critique la planification opérationnelle japonaise et suggère que les pertes reflètent une erreur tactique plutôt qu'une faiblesse systémique. Il affirme que la guerre en Europe reste décisive et que le rôle du Japon est de fixer les forces américaines, non de gagner la guerre à lui seul. Pourtant même, tandis qu'il parle, l'équilibre stratégique qu'il décrit est sous tension. On attendait du Japon qu'il élimine la puissance navale américaine dans le Pacifique, pas qu'il se contente de la retarder. Karl Dönitz écoute attentivement. Son champ d'attention est plus étroit, mais tout aussi déterminant. La guerre sous-marine contre le trafic maritime américain repose sur des hypothèses concernant la disponibilité des escortes, les taux de remplacement des navires et les priorités navales. Si les États-Unis conservent leur porte-avions et accélèrent la production, alors la protection des convois s'améliorera. Des pertes autrefois jugées soutenables deviendront inacceptables. Dönitz comprend que la guerre industrielle favorise le camp capable d'absorber les dégâts sans effondrement opérationnel. Midway suggère que l'Amérique possède cette capacité. Au sein des bureaux de planification de la marine allemande, Midway entraîne une réévaluation des attentes à long terme. L'hypothèse d'une domination japonaise durable du Pacifique est discrètement retirée des documents internes. De nouvelles évaluations décrivent la guerre du Pacifique comme dynamique plutôt que figée. Ce changement de langage est significatif. Il signale la reconnaissance que les forces américaines ne se contentent pas de se rétablir, mais qu'elles s'adaptent.
Pour Hitler, l'impact psychologique est différé, mais profond. Il a toujours cru que la volonté et l'engagement idéologique pouvaient surmonter un désavantage matériel. Midway contredit cette croyance en démontrant que l'organisation, le renseignement et la production peuvent inverser une infériorité initiale. Les États-Unis sont entrés tardivement en guerre, mais ils n'y sont pas entrés aveuglément. Leur commandement naval a déjà tiré les leçons de la défaite. Lorsque la conférence s'achève, aucun ordre n'est émis en réaction à Midway. Il n'existe aucun ajustement opérationnel que l'Allemagne puisse effectuer dans le Pacifique, mais l'illusion de prévisibilité a été brisée. La guerre ne se déroule plus selon la séquence que l'Allemagne avait anticipée. L'ennemi que Hitler qualifiait de décadent et d'indécis a fait preuve de lucidité et de détermination. Ce soir-là, des mémorandums internes circulent parmi les principaux planificateurs. Ils n'emploient pas un langage dramatique. Ils ne prédisent pas la défaite. Ils révisent toutefois les calendriers. Ils allongent les estimations. Ils reconnaissent le risque. Ces documents ne seront jamais lus à voix haute devant le public. Ils sont destinés à ceux qui comprennent ce qui a changé. Midway n'a pas modifié le champ de bataille en Europe. Les armées soviétiques tiennent toujours à l'Est. Les bombardiers britanniques frappent toujours les villes allemandes. Mais l'horizon s'est déplacé. Les États-Unis se sont révélés comme un belligérant actif et compétent. La guerre que l'Allemagne entendait conclure rapidement devient une guerre d'endurance. Et l'endurance, plus que le courage ou l'idéologie, décidera de ceux qui resteront debout lorsque la foi seule ne suffira plus. Dans les jours et les semaines qui suivent la bataille de Midway, le langage employé au sein du haut commandement allemand change de ton et de contenu. Publiquement, rien n'est dit. Les communications officielles continuent de mettre en avant la confiance, la détermination et la victoire inévitable. En privé, cependant, la direction supérieure de l'armée allemande commence à s'exprimer avec une clarté absente depuis les premières années de la guerre. Midway devient un point de référence fixe dans les discussions internes, non en raison de son lieu ou de ses protagonistes, mais à cause de ce qu'elle révèle de l'ennemi auquel l'Allemagne est désormais confrontée. Alfred Jodl consigne ses inquiétudes dans des mémorandums opérationnels diffusés uniquement parmi les plus hauts responsables de la planification. Il ne s'attarde pas sur les erreurs japonaises. Il se concentre sur la réaction américaine. Il note que les forces de porte-avions américaines étaient non seulement présentes, mais correctement positionnées, ce qui indique un travail de renseignement efficace et une discipline de commandement. Il souligne que l'aéronavale américaine a mené des frappes coordonnées, sous pression, obtenant des résultats décisifs dans une fenêtre de temps étroite. Pour Jodl, cela révèle un ennemi qui apprend capable de corriger rapidement ses erreurs. Il ne présente pas cela comme un risque futur, mais comme une réalité présente. Les remarques de Wilhelm Keitel lors des conférences d'état-major sont plus prudentes, mais tout aussi révélatrices. Il insiste sur la nécessité d'accélérer les opérations à l'Est, affirmant que l'Allemagne doit obtenir des résultats décisifs avant que la puissance américaine ne puisse être pleinement engagée. Son urgence reflète une compréhension partagée par beaucoup dans la salle. Le calendrier de la guerre n'est plus indéfini. Midway l'a raccourci. Chaque mois qui passe sans résolution favorise désormais l'ennemi. Au sein des cercles du commandement naval, Karl Dönitz se montre de plus en plus direct. Il affirme que les États-Unis ont démontré leur capacité à absorber des pertes sans paralysie stratégique. C'est l'avantage central d'une puissance industrielle opérant loin de son territoire national. Dönitz avertit que les succès de la guerre sous-marine seront temporaires si les objectifs de production ne peuvent être submergés. Il reconnaît en privé que cette issue
est peu probable. Les chiffres de construction navale américaine continuent d'augmenter. Le nombre d'escortes progresse. Les programmes de formation s'élargissent. Midway renforce sa conviction que les États-Unis s'organisent pour une guerre mesurée en années et non en campagne. Ces discussions ne sont pas chargées d'émotions, mais leur substance est indéniablement anxieuse. Les généraux ne débattent plus de la capacité des États-Unis à combattre efficacement. Ils débattent de la durée pendant laquelle l'Allemagne peut retarder l'inévitable concentration de la puissance américaine en Europe. Ce glissement marque un tournant psychologique. L'ennemi n'est plus abstrait ni sous-estimé. Il est défini, mesuré et de plus en plus respecté. La présence d'Adolf Hitler complique ces conversations. Lors de ses conférences officielles, il continue d'exprimer sa confiance dans le destin de l'Allemagne et rejette les inquiétudes concernant l'intervention américaine comme exagérées. Il attribue Midway à une erreur tactique japonaise plutôt qu'à la compétence américaine. Pourtant, son comportement privé suggère qu'il est conscient de problèmes plus profonds. Il interrompt plus fréquemment les briefings. Il exige des chiffres de production. Il remet en question des hypothèses qui n'étaient auparavant pas contestées. Son besoin de contrôle s'intensifie à mesure que sa certitude s'érode. Parmi les généraux, il n'existe pas de réponse unifiée. Certains s'accrochent à la conviction qu'une victoire décisive à l'Est rendra la puissance américaine sans pertinence. D'autres en doutent ouvertement, mais seulement dans des cercles restreints. Ce qui les unit, c'est la reconnaissance que l'Allemagne mène désormais une guerre mondiale contre un adversaire disposant de ressources sans équivalent et d'une capacité d'adaptation démontrée. Midway devient le raccourci qui résume cette réalité. Les déclarations les plus révélatrices n'apparaissent pas lors des réunions formelles, mais dans les notes marginales, les rapports après action et la correspondance privée. Ces documents reflètent une évaluation militaire professionnelle dépouillée d'idéologie. Ils reconnaissent que les pertes japonaises en porte-avions sont irremplaçables à court terme. Ils admettent que les filières de formation américaines se développent plus rapidement que ne l'avaient anticipé les planificateurs de l'Axe. Ils constatent que l'écart technologique se réduit au lieu de s'élargir. Personne ne parle de capitulation. Personne ne prédit explicitement la défaite. Mais le langage de l'inéluctable commence à apparaître avec prudence et de manière indirecte. Des expressions évoquant des rapports défavorables des calendriers prolongés et des désavantages cumulatifs reviennent avec une fréquence croissante. Ce ne sont pas les mots d'hommes qui croient pouvoir modeler la guerre à leur guise. Ce sont ceux d'hommes qui comprennent que le contrôle leur échappe. Midway modifie également la manière dont les généraux allemands perçoivent la coordination au sein de l'alliance de l'Axe. L'hypothèse d'un succès parallèle est remplacée par l'inquiétude face à des capacités divergentes. La perte japonaise met en lumière la vulnérabilité d'une dépendance envers un allié dont la base industrielle ne peut rivaliser avec celle de son adversaire. La guerre n'est plus synchronisée. Elle devient fragmentée, inégale et de plus en plus difficile à gérer. À mesure que l'été avance, ces évaluations internes s'assombrissent. Le front de l'Est exige des ressources immenses. La défense aérienne est mise à rude épreuve par l'intensification des bombardements alliés. Les pertes de sous-marins s'accumulent. Midway ne provoque pas ces pressions, mais elle en clarifie la trajectoire. Elle confirme que l'ennemi ne se contente pas de résister, mais qu'il s'améliore. Pour les généraux allemands qui le perçoivent clairement, Midway marque le moment où le jugement professionnel prend le pas sur la certitude idéologique. Il continue de servir, il continue de planifier. Mais sous leur discipline,
se cache la compréhension que l'équilibre de la guerre a basculé d'une manière qui ne peut être inversée par la seule volonté. Ce qu'ils ignorent encore, c'est la durée de la guerre et l'ampleur exacte de ses conséquences. Ils savent seulement que les hypothèses du passé ne tiennent plus et que l'avenir sera façonné par des forces échappant à leur contrôle. Dans les bureaux de planification allemands, les conséquences de Midway ne sont plus évoquées comme une simple défaite navale. Elles sont traitées comme la preuve d'un déséquilibre structurel impossible à corriger. Les mémorandums stratégiques rédigés durant l'été 1942 commencent à refléter une nouvelle compréhension de la direction prise par la guerre. L'accent se déplace de la recherche de la victoire vers la gestion du risque, le retardement de l'effondrement et l'extraction d'un effet maximal à partir de ressources décroissantes. Midway s'impose comme la confirmation que le temps autrefois allié de l'Allemagne travaille désormais contre elle. Alfred Jodl examine les chiffres de production actualisés parallèlement aux prévisions opérationnelles. Les données sont précises et implacables. La production aéronautique américaine continue de croître. Les chantiers navals augmentent leur capacité au lieu de se contenter de remplacer les pertes. Les programmes de formation montent en puissance avec la croissance industrielle. Ces tendances ne sont pas spéculatives, elles sont mesurables. Jodl reconnaît que même une exécution irréprochable de la part de l'Allemagne ne suffirait pas à combler l'écart. La guerre moderne, le comprend-il, ne se décide pas par le génie seul, mais par la production soutenue et la capacité de remplacement. Midway démontre que les États-Unis peuvent subir des pertes initiales et en sortir néanmoins plus forts. Au sein du commandement naval, Karl Dönitz plaide pour une intensification de la guerre sous-marine, la seule manœuvre qui reste à la disposition de l'Allemagne. Il soutient que l'Atlantique demeure le théâtre décisif où la puissance américaine peut être perturbée avant d'atteindre l'Europe dans toute son ampleur. Pourtant, même Dönitz reconnaît les limites de cette stratégie. Les technologies d'escorte s'améliorent. La couverture aérienne s'étend. Les taux de pertes augmentent. Le rapport entre navires coulés et sous-marins perdus devient moins favorable à chaque mois qui passe. Midway renforce sa crainte que les États-Unis ne soient pas retardés suffisamment longtemps pour que cela ait un effet décisif. Pour Wilhelm Keitel, les implications sont opérationnelles plutôt qu'abstraites. Il presse à l'accélération sur tous les fronts, à des offensives plus rapides, à une acceptation accrue du risque. Il estime que seule une action décisive peut empêcher la convergence des puissances américaines, britanniques et soviétiques. Mais ces recommandations se heurtent à la réalité. La logistique ploie sous l'expansion. Les pénuries de carburant s'aggravent, les pertes en effectifs s'accumulent. Le système est déjà étiré jusqu'à ses limites. Midway ne crée pas ces problèmes, mais elle dissipe l'illusion qu'ils peuvent être surmontés par la seule initiative. Adolf Hitler réagit à ces évaluations par une rigidité croissante. Il rejette les propositions qui impliquent une contraction stratégique ou une priorisation. Il affirme que la volonté et la détermination peuvent compenser un désavantage matériel. Pourtant, ces directives deviennent plus détaillées, plus intrusives et moins flexibles. Ce comportement traduit la pression plutôt que la confiance. Il sent que la marge d'erreur a disparu. Midway a montré que l'ennemi n'a pas besoin d'être supérieur partout pour être décisif. Il lui suffit d'endurer. L'armée allemande commence à comprendre que la guerre est entrée dans une phase où les résultats seront déterminés de manière cumulative. Chaque perte aggrave la suivante. Chaque retard favorise l'ennemi. Midway illustre ce basculement. La perte de 4 porte-avions japonais
ne peut être rapidement compensée, si tant est qu'elle puisse l'être. Les équipages expérimentés ont disparu. Les filières de formation ne peuvent de les remplacer à temps. Pendant ce temps, les porte-avions américains restent opérationnels, soutenus par une infrastructure en expansion. L'asymétrie est évidente. Les discussions stratégiques font de plus en plus référence au concept d'irréversibilité. Certains seuils, une fois franchis, ne peuvent être restaurés. Midway est identifié comme l'un de ces seuils. Elle marque le point à partir duquel la puissance navale américaine passe de la phase de récupération à celle de l'expansion. Pour l'Allemagne, cela signifie que la perspective de maintenir durablement les États-Unis divisés entre deux océans a échoué. Les forces américaines finiront par se concentrer. La question n'est plus de savoir si cela se produira, mais quand. Cette prise de conscience modifie le ton de la planification allemande. Les projections optimistes disparaissent. La planification de contingence devient dominante. Les dirigeants parlent moins de façonner les événements et davantage d'y réagir. Le langage de l'inévitabilité devient plus fréquent, bien qu'il ne soit jamais reconnu publiquement. La guerre que l'Allemagne espérait conclure par la vitesse et le choc se transforme en une lutte prolongée d'attrition contre un adversaire particulièrement apte à l'endurer. Midway redéfinit également pour certains, au sein du corps des officiers allemands, la dimension morale du conflit. Ils commencent à comprendre que l'idéologie ne peut ni produire des ressources, ni remplacer une main-d'œuvre qualifiée. La croyance ne fabrique ni acier, ni carburant, ni pilotes entraînés. Les États-Unis ne combattent pas par désespoir, mais par capacité. Cette distinction est essentielle. Elle signifie que la force de l'ennemi augmentera avec le temps, au lieu de diminuer. À la fin de l'été, Midway n'est plus débattue. Elle est acceptée. Elle devient une donnée de base à partir de laquelle toute planification future s'effectue. La guerre est désormais comprise comme impossible à gagner par des moyens conventionnels. Bien que cette conclusion reste confinée à la réflexion privée, le devoir, la discipline et la hiérarchie garantissent la poursuite des opérations. Les ordres sont exécutés, les plans sont rédigés, mais sous cette structure demeure la conscience que l'issue échappe progressivement à tout contrôle. Ce que Midway représente, en définitive pour la direction allemande, n'est pas la défaite, mais la mise à nu. Elle révèle la véritable nature du conflit dans lequel ils se sont engagés, une guerre non décidée, par des victoires isolées, mais par l'accumulation des capacités dans le temps. Une guerre dans laquelle les forces de l'Allemagne sont finies et celles de ses ennemis en expansion. La question qui subsiste désormais n'est plus de savoir comment gagner, mais combien de temps le système pourra tenir avant que le déséquilibre ne devienne impossible à dissimuler. À la fin de l'année 1942, la bataille de Midway a disparu du discours public allemand. Elle n'est mentionnée ni dans les discours, ni dans les journaux, ni dans les résumés officiels de la guerre. Aucune explication n'est fournie. Aucune leçon n'est reconnue. L'événement n'existe plus que dans les documents internes et la compréhension privée. Pour la direction militaire allemande, Midway n'est plus un choc. Elle est devenue un point de référence silencieux, un moment fixé dans la mémoire, comme le premier signal clair que la direction de la guerre ne peut plus être inversée. Adolf Hitler continue de parler de victoire finale. Sa rhétorique publique devient plus insistante, plus absolue, à mesure que la situation stratégique se détériore. Il exige loyauté, sacrifice et foi. Pourtant, ses décisions reflètent de plus en plus la contrainte plutôt que la confiance. Il rejette tout repli, refuse toute priorisation et insiste pour tenir le terrain,
quel qu'en soit le coût. Cette rigidité n'est pas l'attitude d'un dirigeant qui élargit le champ des possibles, c'est celle d'un homme qui tente de nier la perte de contrôle. Midway reste inexprimé, mais sa leçon sous-tend chaque option qui se rétrécit. Au sein du corps des officiers supérieurs, le savoir acquis en 1942 s'approfondit et se transforme en résignation. Alfred Jodl continue de planifier les opérations avec une rigueur professionnelle, mais ses évaluations partent désormais du principe d'un conflit prolongé contre des ennemis matériellement supérieurs. Il se concentre sur l'efficacité, la coordination et la limitation des dégâts. Le langage de la possibilité a été remplacé par celui de la gestion. La guerre n'est plus envisagée comme quelque chose à gagner rapidement, mais comme quelque chose à endurer aussi longtemps que possible. Wilhelm Keitel, étroitement lié à l'autorité d'Hitler, réprime les doutes et impose l'obéissance. Il comprend les implications de Midway et l'expansion du rôle américain. Pourtant, sa position ne lui permet aucun écart. Le système qu'il sert repose sur la discipline, non sur la dissidence. Le silence devient une forme de survie au sein de la structure de commandement. Ce qui ne peut être changé n'est pas discuté ouvertement. Ce qui est su est porté en privé. Karl Dönitz poursuit sa campagne dans l'Atlantique avec détermination. Même si les pertes s'accumulent, la construction navale américaine dépasse le rythme des navires coulés. Les tactiques d'escorte s'améliorent. La couverture aérienne comble les lacunes que les sous-marins exploitaient autrefois. Dönitz perçoit clairement le schéma, l'ennemi absorbe les coups et en sort renforcé. Le déséquilibre identifié après Midway est devenu une domination. Pourtant, il continue d'avancer, non parce qu'il croit la victoire possible, mais parce que le système exige l'action jusqu'à son effondrement. Parmi les planificateurs allemands, Midway en vient à représenter le moment où les résultats deviennent cumulatifs et irréversibles. Elle est comprise comme le point à partir duquel la puissance américaine passe du potentiel à l'application. Les États-Unis ne se précipitent pas. Ils construisent, ils forment, ils coordonnent. Au moment où les forces américaines apparaissent en Europe, avec une puissance décisive, l'issue est déjà façonnée par des années de préparation. Ceux qui ont compris cela tôt portent le fardeau de la clairvoyance sans pouvoir d'action. À mesure que les bombardements alliés s'intensifient et que le front de l'Est draine hommes et matériel, la conscience d'abord aiguisée par Midway se diffuse silencieusement dans les échelons supérieurs. Il n'y a pas de moment unique de reconnaissance, pas d'aveu collectif. La vérité s'installe progressivement à travers les tendances, les chiffres et les confirmations répétées. La guerre que l'Allemagne espérait contrôler par la vitesse et la volonté est devenue un processus régi par l'attrition et la capacité. Le contraste entre le récit public et la compréhension privée s'accentue. La propagande promet le salut. Les documents internes calculent l'épuisement. Les officiers continuent de servir liés par le serment et la structure même, à mesure que la croyance s'érode. Cette coexistence du devoir et du doute définit les dernières années de la guerre pour la direction allemande. Ils ne se battaient plus pour la victoire telle qu'ils la définissaient autrefois. Ils se battent pour retarder l'inévitable. Avec le recul, la place de Midway dans cette histoire n'a rien de spectaculaire. Aucune ville allemande ne brûle à cause d'elle. Aucune armée ne recule immédiatement. Sa puissance réside dans ce qu'elle a révélé précocement à ceux qui savaient lire les tendances plutôt que les titres.
elle a mis à nu le déséquilibre fondamental au cœur du conflit. Un déséquilibre que l'idéologie ne pouvait corriger et que le courage ne pouvait compenser. Lorsque la guerre s'acheva finalement, en Europe en 1945, l'issue surprit les civils, mais non ceux qui étudiaient les chiffres des années plus tôt. Pour eux, la conclusion était visible depuis le moment où les porte-avions américains avaient survécu et riposté dans le Pacifique. Midway n'a pas mis fin à la guerre.